Bonjour chers élèves de seconde, je vous revois pour une deuxième série de vidéos, puisque à l'heure actuelle le lycée est censé rouvrir le 8, vos conseils de classe sont déjà passés, les secondes ne sont pas vraiment prioritaires dans le cadre du plan sanitaire, donc je ne sais pas exactement si j'aurai l'occasion de vous revoir. Moi l'idée c'est comme la fois d'avant, c'est essayer de vous donner les bonnes armes pour que vous puissiez arriver donc en première, en ayant vu une petite partie de ce que vous étiez censé faire. Je vais essayer de continuer cette série de vidéos. Contrairement à la dernière, je pense que je vais plus alterner les exercices via le NT et les vidéos, comme ça sera plus simple pour vous, ce sera plus régulier. Voilà, là on avait parlé pendant très très longtemps de l'État en France. Et la deuxième modèle, je vous en ai parlé, c'est un modèle qui va être beaucoup plus pérenne, puisque finalement c'est le modèle qui va s'imposer dans tout l'Occident et dans énormément de pays, même si on voit justement à l'heure actuelle qu'il est plutôt en difficulté, c'est le modèle de la démocratie libérale. Et ce modèle-là, il est apparu largement dans ce qu'on appelle le monde anglo-saxon. Donc là, on va se concentrer sur ce monde anglo-saxon et sa naissance de ce modèle démocratique, hein, même s'il y aura encore beaucoup de progrès à faire à ce moment-là, et on voit encore qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire aujourd'hui. Il va être centré entre 1660, qui est l'époque de ce qu'on appelle la Grande Révolution en Angleterre contre le premier roi Charles II, qui essaie d'imposer la monarchie absolue, et 1797, qui correspond à la fin du mandat de George Washington en tant que premier président des États-Unis d'Amérique. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on parle déjà des États-Unis d'Amérique, c'est qu'effectivement là, la France est un État très très unitaire, avec un pays très défini. Là, on va parler d'un monde anglo-saxon. Parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus loin que les simples frontières de l'Angleterre. Alors, pour expliquer un peu le concept, je vous montre deux images rapides. La première image, donc elle date de 1709, c'est la Chambre des communes. Et là, vous voyez qu'on a déjà une image très très différente de la monarchie absolue. Le roi, vous pouvez le reconnaître, hein, il est au fond, là, sur le trône, mais il se distingue finalement très très peu des députés du peuple qui sont là pour représenter la volonté d'une bonne partie du peuple britannique. On n'est pas encore à l'époque du suffrage universel, mais il y a déjà une sorte de volonté de partage des pouvoirs, de constitutionnalité, même si c'est pas vraiment de constitution au Royaume-Uni, mais en tout cas de partage des pouvoirs entre une assemblée élue et un roi. Et modèle de pouvoir qui n'est absolument pas le même que celui qu'il y a en France et qui fait pas mal d'admiration de beaucoup de philosophes français qui considèrent que c'est le modèle équilibré et qui permet de faire entendre la volonté du roi en tant que chef de l'exécutif, mais la volonté du peuple en tant que pouvoir législatif. Et pour vous montrer que c'est un modèle qui quand même est pérenne, c'est que là c'est une autre image qui date de 2019 où vous avez la reine Elisabeth II qui fait donc le discours du trône devant le Parlement. Et comme vous le constatez, finalement les choses n'ont pas tant changé que ça. C'est qu'on a effectivement donc les députés britanniques qui sont là en tant que représentants du peuple pour écouter la reine faire son discours. Et effectivement, ce modèle anglais, il n'a pas tant changé que ça. Et évidemment, il est devenu beaucoup plus démocratique, beaucoup plus représentatif. Mais finalement, cette racine de la monarchie constitutionnelle, plutôt parlementaire anglaise, il est né à cette époque-là. Et c'est vrai qu'en Angleterre, c'est extrêmement ancien, puisque jamais les rois n'ont eu un pouvoir aussi important que ceux des rois français. Ça vient notamment du fait que l'histoire de l'Angleterre est beaucoup plus complexe. Il y aura un nombre énorme de guerres civiles, de dynasties différentes, de familles donc différentes qui vont régner sur l'Angleterre. Les Stuarts, les Tudors, les Windsor actuellement. Et donc une histoire qui est beaucoup plus compliquée aussi parce que le royaume d'Angleterre, on parle du royaume d'Angleterre, mais c'est un royaume qui va au-delà finalement que de la simple Angleterre, puisqu'il incorpore déjà l'Irlande, il incorpore aussi le Pays de Galles, qui sont des nations à part entière, qui ont leur propre langue, leur propre culture, et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'Irlande, qui vont longtemps s'opposer très vigoureusement au royaume d'Angleterre. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que l'Angleterre absorbe le royaume d'Écosse par l'acte d'union en 1707. Et c'est vrai que quelque part, c'est l'une des raisons pour lesquelles le royaume d'Angleterre n'a sans doute jamais acquis
un pouvoir aussi centralisé, aussi grand que le pouvoir dont pouvait disposer le roi de France, c'est qu'à la base, il est quand même assez divisé. C'est qu'on est quand même obligé, pour le roi anglais, de tenir compte un minimum du fait que ce royaume-là, il n'est pas totalement, il est uni. C'est un royaume uni, c'est le nom officiel du pays, mais aussi c'est un royaume, donc comme on dit, c'est une union de royaumes. C'est pas un seul royaume. Et c'est ça qui va poser des questions qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est qu'on parle de monde anglo-saxon parce que, effectivement, à cette époque-là, le Royaume-Uni commence à s'étendre un peu partout dans le reste du monde. Alors, c'est comme la France, mais ça va avoir des conséquences beaucoup plus importantes parce que là, on va exporter beaucoup plus de population. Et le fait que l'Angleterre soit aussi une puissance maritime va lui permettre de conserver ses colonies. Il y en a un peu partout. Il y en a notamment en Afrique, il y en a en Amérique latine, il y en a en Inde, mais il y en a surtout en Amérique du Nord. Et la grosse différence avec la France, c'est que dans beaucoup de cas, ça va être des colonies de peuplement. On va envoyer des colons, donc des Britanniques, qui vont s'installer et qui vont quand même se sentir de plus en plus détachés de la métropole, qui vont garder cette espèce de culture anglaise, mais qui vont inventer la leur. Et ça va culminer en 1776 avec la guerre d'indépendance des États-Unis. Là, vous avez le premier drapeau donc des États-Unis en tant que pays indépendant, en 1776. Alors, vous voyez qu'on connaît l'allure générale du drapeau, mais on note qu'il est quand même très semblable au drapeau anglais. On retrouve l'Union Jack, qui est la fusion des drapeaux anglais avec la croix rouge et écossais avec la croix blanche, et les 13 bandes qui représentent les 13 États. N'empêche que c'est un drapeau qui fait beaucoup penser, par exemple, au drapeau australien aujourd'hui. Et il va évoluer assez rapidement, au fur et à mesure que la guerre évolue, dans le drapeau qu'on peut connaître en 1777. N'empêche que l'héritage anglais est clairement présent. Et c'est ça qui va être relativement important, c'est que cette république américaine qui va naître à ce moment-là, elle est très largement influencée par le modèle anglais. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir quelque part ces régimes-là qui se mettent en place, des régimes qui vont accorder beaucoup plus de place à la volonté du peuple, ou du moins de ses représentants. Donc notre idée, ça va être de voir comment s'est construit ce modèle de démocratie libérale dans le monde anglo-saxon. Pour ce faire, on le traitera en deux parties. 1. Le Royaume-Uni, la naissance du monarchie parlementaire. 2. La naissance de la République américaine. Donc ce sera relativement simple. Première partie sur le Royaume-Uni, deuxième partie sur les États-Unis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.